Bonsoir, je suis avec Léo Tabaki, expert en Aïkido, qui est venu donner un stage au Cercle Silat Défense. On a vu une maîtrise vraiment de très très haut niveau, donc un immense merci pour ça, vraiment très riche. Alors j'ai quelques questions à te poser. Avec plaisir. Des questions sans tabou, sur les notions d'efficacité, oui. Sur les notions également de puissance dans le relâchement, oui. Pas mal vu ce soir, également de tradition vs modernité, oui. Également plus personnel sur tes routines de maintien en forme, etc. Okay. Donc la première question que je voulais te poser, c'est finalement sur cette notion de tradition vs modernité. L'image grand public qu'on a de l'aïkido, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est celle d'un art qui est extrêmement codifié, très ritualisé. Face à tel type d'attaque, je fais tel type de défense, je fais tel type de technique. Et du coup, d'ailleurs, se pose la question de se dire, mais comment est-ce que ça vraiment c'est crédible et est-ce que c'est vraiment ce que voulait le fondateur? J'avais lu une phrase du fondateur de l'aïkido, Morihei Ueshiba, qui disait « Dès que je bouge, c'est une technique ». Oui. Et en fait, une manière de dire que n'importe quel mouvement finalement a une technique. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que la codification de l'aïkido n'a pas été faite, c'est une question a posteriori, pour diffuser le style au grand public? Et est-ce qu'en faisant cette codification, on n'a pas perdu un petit peu l'âme de l'aïkido? Alors, il y a une notion, Bruce Lee disait avant de faire des arts martiaux, un coup de pied était un coup de pied, après un coup de pied n'était plus un coup de pied, après un coup de pied était un coup de pied ou un coup de poing, je ne sais plus. Il y a ça dans le zen aussi. Il y a cette notion où, par exemple, si on travaille la structure, au départ, on n'a pas de structure. Après, on travaille une structure et après, il n'y a plus de structure. Donc en fait, pour pouvoir la faire disparaître, il faut la créer. Au départ, la personne n'a pas d'intention. L'intention. Après, il faut effacer l'intention. On a fait du travail sur la perception d'intention. Après, je disais mettez l'intention parce que c'est le début, mais après, l'idée c'est arriver à effacer son intention et à transformer une intention de plus en plus légère. Et donc, la forme nous permet de développer justement l'intention, parce qu'au début, quand on se bat, on a peur. Là. Donc, le kata, la forme, donc le kamae, la posture. Le corps est là, l'intention est derrière, après l'intention va être là, et après le corps peut faire ce qu'il veut, l'intention sera là. Donc le kata va nous permettre de nous libérer. On rentre dans un moule pour en sortir différent. Mais avant d'entrer dans le moule, on n'a pas de forme, après on n'a plus de forme. Et pas et plus, c'est différent. Donc comme vous savez, la structure c'est ça, l'intention c'est ça. Donc les formes sont. Après, ça c'est le processus, mais le processus ça a très souvent été dévoyé. C'est-à-dire que le moule est devenu la finalité. Absolument. Et c'est là où c'est un problème. C'est-à-dire que c'est de faire le plus beau moule, de rentrer le mieux possible dans le moule. Mais non, comme tu disais, au Sensei disait, chacun des mouvements est Aiki, c'est Takemusu Aiki. Les techniques qui jaillissent sans fin. On est l'expression des principes en permanence. Donc on utilise quelques formes techniques. Alors, comme tu disais, les formes qu'on a sont très simples, elles ne ressemblent pas à des attaques, mais elles ne ressemblaient pas non plus à des attaques d'hier, parce qu'on dit oui, mais parce que dans le passé c'était... c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est schématique. On a des attaques verticales, horizontales, piquées, et puis la variation avec les angles, c'est tout. Pourquoi? Parce que toutes les attaques vont prendre ces formes-là, mais par contre, la façon de prendre l'angle peut être différente. C'est-à-dire que j'ai le même, sur une ligne droite, la façon dont je vais générer la force peut être différente, la façon dont mon poing va tourner, ce qui se passe à l'intérieur, ça peut être différent, mais la direction c'est la même. Donc on se préoccupe de grandes directions, et donc à la fin sur une coupe comme ça, ou que ce soit un crochet, il y a des petites adaptations, mais fondamentalement c'est la même chose. Donc on peut, et pourquoi ça se passait comme ça, c'est parce que donc à l'époque chaque clan était bien fermé, caché sa façon de s'entraîner, et pouvait générer un mouvement d'une façon différente, mais au final même en cachant tout ça, on se retrouve sur les angles. De toute façon, une attaque, elle va arriver en ligne droite, en diagonale, par en haut, par en bas. Enfin, voilà, on peut simplifier. Et donc, dans les Koryu et l'aïkido, les écoles anciennes de l'aïkido, on prend quelques techniques, mais la technique en soi n'est pas importante, c'est les principes qui est fait travailler. Donc on aurait pu travailler, choisir d'autres formes en soi, ça n'est pas important. C'est qu'est-ce que cette forme transmet et ce qu'elle a transmis, comment je peux faire vivre ce principe après de plein d'autres façons. Donc il faut d'abord être capable d'apprendre la forme qui a été choisie, mais après, dans cette forme, quels sont les principes qui la sous-tendent, et après avec ces principes, comment je peux les exprimer. C'est le concept du Shuari, je crois. Exactement. Ouais. C'est copier, casser, liberté. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis parce que je
Je donne souvent cette image quand on apprend le Penchaxilat. Au début, on apprend effectivement des formes de corps préétablies, on va dire face à tel type de défense, tel type d'attaque, tel type de défense, etc. Et en fin de compte, ça c'est un peu comme quand on apprend une langue. Au début, on apprend des mots, après on fait du thème, de la version. C'est une manière de mettre la grammaire dans un contexte, donc de contextualiser la grammaire. Mais bien sûr, après, en combat, ce qu'il faut, c'est la liberté totale. Parce qu'après, on se libère de tout ça. Mais apprendre les mots, apprendre la grammaire, c'est indispensable au départ. Et tout l'enjeu, c'est de réussir après, être capable de trouver des réponses spontanées sur des attaques qui n'auraient jamais été vues à l'entraînement. D'où l'intérêt de partir des concepts fondamentaux, les concepts d'efficience, et non pas de se figer sur des techniques préétablies. Parce que s'il faut que le cerveau, déjà en situation de stress, arrive à dire face à telle attaque je dois faire ça, on sait que c'est trop tard. Donc c'est la fin assurée. Un élément que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, qui faisait bien le lien également entre tradition et modernité, nous quand on voit le silat, Penchaxilat qui était pratiqué en Indonésie, et après la façon dont Maître Turpin, dont notre école dépend, l'a adapté quand il est arrivé en Hollande après la guerre coloniale, ça n'avait rien à voir. Et en fin de compte, moi, c'est ma conviction, je n'ai jamais connu, pas connu Maître Turpin, il est décédé avant que je commence le Penchaxilat, mais c'est évident que les formes de corps étaient très différentes en Indonésie, contexte de jungle, avec de la végétation souvent basse, des formes de corps très basses, parfois du sable, des bâtons, etc. Et il est arrivé en Hollande, dans les dockers d'Amsterdam, etc. C'est du bitume, contexte urbain complètement différent. Et donc lui, il a commencé à réviser les formes de corps. Attends, mais le Penchaxilat, c'est pas respecter le Penchaxilat que de respecter des formes de corps préétablies. Ça, c'est presque insultant même vis-à-vis des anciens. Et il dit le concept fondamental, ce qui est important, c'est d'adapter les concepts au contexte qui est le nôtre, qui est le vôtre. Donc un contexte urbain, des gabarits occidentaux qui n'ont pas la même morphologie que les gabarits indonésiens. Et puis également, pourquoi pas, un contexte de self-défense occidentale avec un cadre légal qui n'est pas celui du combat de survie et d'embuscade qu'on va voir, qu'on verra en combat de jungle. Donc merci beaucoup pour ces éléments de réponse, parce que du coup, je vois que finalement il y a beaucoup de points communs dans l'approche sur ça. Dans le domaine de la self-défense, souvent on va se dire, au moment de l'agression, il faut reprendre l'ascendant psychologique, donc il faut passer du statut d'agneau, de mouton, à celui de loup. Et pour inverser le rapport de force, non seulement physique, mais aussi psychologique. Et pour ça, il faut redevenir un animal sauvage, en gros, le temps de l'agression, enlever le petit vernis de civilisation pour retrouver en gros de la bête qui est en nous. Et quand on lit notamment des maîtres de ça du XVIe siècle, Yagyu Munemori, Tako Anso, même Miyamoto Musashi, j'aime beaucoup Musashi parce que pour moi c'est le premier qui a inséré le vice. En tout cas dans les lectures un petit peu anciennes. Se mettre dos au soleil, etc. Enfin c'est vraiment intéressant parce que c'est le premier, je pense, qui a cassé les codes. Enfin en tout cas c'est mon interprétation par rapport au peu que ce que je connais. Mais quand on lit Takuan So ou bien Yagyu Munemori ou même d'autres maîtres de ça de cette époque, on voit que c'était très influencé par le zen. Et c'est un petit peu l'esprit impassible, l'esprit indomptable. Si on veut faire face à l'attaque, il faut avoir un esprit qui est extrêmement serein. Est-ce que ce n'est pas naïf ça ? Là, c'est des degrés. Donc, moi, je disais au départ, il y a le combat, on a peur, après il y a la posture, on est là, et puis après, on est libre de ça. Et l'intention, quelque part, c'est au départ, on n'en a pas, on n'est pas capable de l'avoir. Après, on est là, on est capable d'avoir une intention vraiment focus. Après, on a une intention 360 degrés, et après, cette intention disparaît. Donc, le problème, c'est des écrits de personnes qui ont atteint un tel niveau, si tu veux. Normalement, donc déjà, leurs écrits n'étaient pas destinés au grand public. C'était destiné à des adeptes très particuliers qui avaient déjà atteint un très, très haut niveau. Donc c'est comme si Bocuse et Ducasse avaient une discussion entre eux, si tu veux. Ils parlaient de choses qui, à une cantinière ou même un restaurateur, mais voilà, d'un niveau moyen, ça lui passerait au-dessus. Il y a des étapes dans la progression. Donc au départ on n'est pas capable de rentrer, puis après il faut être capable de mettre là. Et après ça doit pouvoir disparaître, c'est-à-dire qu'il y a une neutralité, on est passé au-dessus de ça. Comme je dis, en Aiki et dans plein d'autres disciplines, on reste souvent, si on dit qu'il y a 3 niveaux, on reste souvent au premier niveau. Donc dans la forme, la forme devient l'objectif. On ne cherche pas après à briser la forme, et puis encore moins à s'en libérer. On cherche à être très bon dans la forme. C'est vraiment le premier niveau. Et on
on cherche même pas à avoir cette niaque, tu vois. On essaie de, on imite, mais en imitant on reste au premier niveau, en imitant des gens qui ont dépassé ça. Ils sont passés, ils ont eu la niaque, ils ont réussi à dépasser un autre stade. Mais en allant à leur stade, on reste à celui où on l'a pas, on l'a jamais eu. Donc et ce que tu disais sur la façon dont est présenté l'aïkido aujourd'hui, effectivement, mai 68, machin, tout ça, Flower Power aux États-Unis, tout ce que tu veux, on s'approprie des traditions, pourquoi pas, mais pour moi, si on les modifie sans les avoir maîtrisées, on part dans le mur. Donc ne peut faire évoluer une tradition que celui qui l'a déjà maîtrisée. Bon, la maîtrise, encore une fois, elle n'est jamais absolue, mais qui est reconnue par ses pairs, etc. Bon, lui, il peut faire évoluer la cuisine, mais je commence la cuisine et puis je ne vais pas commencer à inventer des recettes, si tu veux, avant de savoir faire cuire des pâtes et puis un œuf au plat. Ça n'a pas de sens. Il faut déjà que je vais apprendre déjà toutes les recettes de base qui forment la tradition. Et après, je vais voir les différentes directions dans lesquelles sont allées. Et puis peut-être après, je vais arriver, je vais faire moi-même ma propre cuisine. Enfin, il y a déjà eu tout ce processus avant de s'en libérer. Là, les disciplines martiales ont été transmises, mais karaté, judo, aikido. Les mecs de l'époque héroïque, ils disent des ceintures jaunes ouvrent des dojos. T'en savais plus que les mecs en karaté. Bon, j'ai des ceintures jaunes, j'ouvre un dojo. Ok, aujourd'hui, on en rigole. Mais voilà, et c'est ce qui fait que les traditions en plus sont arrivées avec des gens qui ne parlaient pas la langue, donc ça a évolué dans beaucoup de sens, et au Japon aussi, ça a évolué parce que la société a évolué très très vite après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est énormément américanisée, on a fait avaler de force des valeurs qui n'étaient pas celles qui correspondaient à la naissance de ces traditions martiales. Donc ces traditions martiales se sont adaptées, et au Japon, c'est encore moins martial qu'ici, j'ai envie de te dire. Et tu vois, dans beaucoup de disciplines, j'ai le sentiment que ceux qui ont atteint un niveau vraiment supérieur sont souvent des gens qui ont connu le stress de la guerre. Morihei Ueshiba avait connu la guerre. Si je prends par exemple en Systema, Michael Ryako a connu la guerre, Komarov également. En Pencak-Silat, maître Turpinge, qui était l'un des très grands maîtres du XXe siècle, il avait été enfant soldat contre les Japonais, puis après partisan sylvanguiste, il est commando suicide de la guerre coloniale contre les Hollandais. Et donc oui, il a atteint un niveau qui est absolument exceptionnel. Et parfois, je me demande s'il ne faut pas avoir connu ce stress extrême pour franchir une étape, une sorte d'expérience mystique qui fait que derrière, effectivement, on a un niveau absolument exceptionnel. Est-ce que le commun des mortels, selon toi, peut atteindre le niveau de ces personnes sans être passé par ces expériences ultimes? Comment dire, c'est le chemin le plus rapide, c'est évident. Mais c'est aussi, c'est comme si je prends un panier d'œufs et que je jette sur un mur, il y en a un qui ne sera pas brisé, tous les autres seront brisés. Moi, je suis persuadé que la capacité martiale fait une différence de ça. On va chiffrer, c'est ridicule, mais 5%, 10% sur le champ de bataille. C'est-à-dire que tu as énormément de chances de mourir de friendly fire, enfin, tu vois, friendly coup de katana, ok. Donc tu prends des risques qui sont vraiment inconsidérés. Je suis persuadé que les cimetières sont pleins d'experts et qu'il y a des gens qui ont survécu par pure chance. Pour moi, les arts martiaux, c'est un peu comme un vaccin, c'est-à-dire qu'on va t'inoculer une faible dose petit à petit, tu vois. Et puis après, tu peux aller. Donc, est-ce que effectivement tes anticorps, si tu as chopé la maladie, que tu en es sorti, ils sont pas plus forts? Si. Mais il y a plein de maladies et la guerre est une maladie très brutale, c'est pas le Covid. Donc, oui, beaucoup sont complètement, certains, comme je comprends bien, certains ont un niveau ultime par ce biais-là, voilà. Mais 90% étaient complètement détruits, soit sont morts, soit mourir, ou alors qui ont survécu mais qui n'ont pas réussi à en tirer des leçons. Les traditions martiales sont normalement faites pour t'exposer, comme je disais, comme un vaccin, petit à petit, puis il y a plusieurs doses, à la violence de façon plus intense. Après, c'est la façon dont sont pratiqués les arts martiaux, c'est que dans le passé, parce qu'aujourd'hui, on pense par exemple que faire du combat et tout ça va faire progresser. Pour moi, il faut en faire, mais pas beaucoup. On dit quand les arts martiaux modernes se sont structurés au Japon, il y a une période où il y avait les derniers samouraïs qui étaient là, et puis les premiers mecs de l'époque moderne, si tu veux.
les boudos sont là et les samouraïs regardaient de façon dédaigneuse ceux qui essayaient de rendre le truc réaliste. Parce qu'ils disaient, le propre de la pratique martiale, c'est pas que l'entraînement n'est pas la guerre, l'entraînement est l'entraînement. Pour moi, il y a deux éléments, donc la très haute intensité et le cadre ouvert. Et le véritable combat, c'est quand tu joues les deux. Mais là, comme on dit, quand deux tigres se battent, l'un est blessé, l'autre est tué. Donc tu peux pas le faire. Donc quand ils faisaient leur mouche à Shugyo, ils allaient de dojo en dojo, etc. Et ça se finissait souvent par la mort d'un des mecs où il était estropié. Ces gens-là étaient respectés parce qu'ils allaient prendre des risques. Donc moi je pense que augmenter de plus en plus l'intensité, mais sur un cadre très fermé, une technique particulière avec peut-être une deuxième possibilité ou trois au max, parce que ton corps comme ça, tu peux monter vraiment proche de 100%, parce que même si tu le prends dans la gueule, ton corps est prêt. Là où il y a les dégâts, c'est quand ton corps n'est pas prêt. Et puis un cadre ouvert, très tranquille. Tout est ouvert, tu vois, et donc là on apprend les deux stress, c'est-à-dire l'intensité et l'incertitude. Mais pour moi tu peux pas mélanger les deux. Et puis tu travailles ça de plus en plus jusqu'à avoir un cadre complètement ouvert, une intensité maximale. Et ça te prépare autant encore une fois, c'est pas une véritable expérience, mais c'est vrai que c'est très loin effectivement quand tu vois tous les combats, même de MMA ou de boxe thaï, ça reste du combat rituel. Et moi souvent on me dit mais tiens en silat, en MMA on ne vous voit pas, mais je dis mais le penchak silat c'est un art d'embuscade. C'est-à-dire qu'en gros le gars il serait derrière la cage et quand le gars rentre, il sort de la cage, enfin il saute au-dessus de la cage avec son couteau, il tranche le mec par derrière. Quoi. Donc en fin de compte, on ne parle pas du tout de la même chose. Enfin c'est juste hors sujet de dire mais tiens le MMA et le penchak silat, on parle de deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que je pense que l'entraînement sportif, même en MMA qui se veut très viril, c'est pas l'entraînement dans le cadre d'un combat de survie où c'est complètement moi j'ai très différent. bon respect pour les gars de MMA, de toute façon je serais pleinement incapable d'aller mais il y avait cette vidéo qui traînait avec Dana White qui avait emmené quelques champions de l'UFC et puis qui s'entraînaient avec des instructeurs des Marines. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. J'ai pas vu. Alors, c'est une vieille vidéo et puis donc il va avec les mecs et ils entraînent un petit peu les mecs de l'UFC puis après ils font passer dans un parcours où ils sont attaqués complètement librement par des mecs à baïonnette, couteau, machin. Ils meurent tous en 5 secondes, tous, des champions. Mais à l'inverse, on a pris ces instructeurs Marines, on les a mis dans la cage, ils se sont fait fracasser. Évident. Évidemment que les champions de l'UFC ont peut-être tenu 2 secondes de plus qu'un civil, ou l'instructeur Marine, on l'aurait mis dans le ring, il aurait tenu 2 secondes de plus qu'un civil. Ok. Très bien, de la même façon que Jordan jouera un petit peu mieux au foot que le mec lambda, mais tu le mettrais face à Zidane, c'est encore une merde. Ce sont des contextes différents. Encore une fois, par exemple, tout ce qui est combat au sol, qui est très intéressant et auquel on peut prendre plaisir, ça n'était pas travaillé à travers les époques et à travers le globe, pour la simple raison que quand tu es au sol et que tu peux mordre, mettre tes doigts où tu veux, etc., ça n'a aucun sens. Donc c'est un très bon combat rituel. En combat de survie, c'est une invention du XXe siècle, tu vois. Et puis après, donc il faut qu'on comprenne son contexte, et puis après, c'est de s'imaginer que c'est comme si tu disais je vais faire la meilleure voiture ou je vais faire la meilleure cuisine. Donc c'est quoi? Tu prends un morceau de Rolls-Royce, un morceau de Ferrari, un morceau de Lamborghini, ou je vais faire la meilleure cuisine. Donc, il y a le problème aujourd'hui, je suis d'accord, du syncrétisme un peu dans les arts martiaux. Il y a un petit peu une mode où chacun maintenant, c'est du marketing, où chacun crée son style. C'est le truc actuellement, je vois chacun créer un nouveau concept de sa défense. Je trouve ça hyper prétentieux parce que les hommes se battent depuis la nuit des temps. Donc quand même les concepts d'efficience et de biomécanique sont quand même maintenant connus depuis la nuit des temps. Et donc même si les formes de corps évoluent, on est bien d'accord que, mine de rien, les concepts de combat. Et moi ça me dérange un petit peu quand on voit des personnes qui, après quelques années de pratique, créent leur style en disant j'ai développé un nouveau concept, parce qu'en fait ils prennent des petits éléments de droite et de gauche et ils n'ont pas pris le temps de rentrer dans la compréhension de leur art de prédilection. Oui, c'est ça. Il y a deux choses. Donc il faut, comme on disait, avant de pouvoir faire évoluer un truc ou l'actualiser, il faut déjà l'avoir maîtrisé. C'est la première chose, donc ça souvent ça manque. Et après, c'est le fait de croire que quand on a bien réussi le premier niveau chou, on copie bien un truc, donc on l'a maîtrisé. Non, parce que tu l'as maîtrisé, puis il faut un peu le briser pour voir ce que tu peux en faire, et après tu vas te libérer. Donc c'est un long cheminement. Et puis comme je disais, en entrée tu mets des tacos, en plat tu mets des sushis, puis à la fin tu mets une charlotte, c'est dégueulasse. Tu mélanges pas les trucs comme ça. Le taco c'est très bon, les sushis sont très bons, la charlotte aux fraises est très bonne, tu vois. C'est un contexte particulier. Si t'es même, tu vois, on va faire le meilleur joueur de foot,
C'est quoi je prends les mains de Barthez et puis les jambes de Zidane et puis la tête de Thierry, mais c'est complètement con, tu vois. Où est-ce que tu es sur le terrain? Je veux dire, chacun a un rôle, comme on en parlait tout à l'heure. Les mecs qui sont sur le champ de bataille au premier rang, ils se battent pas de la même façon que les officiers, que ceux qui sont derrière. Ou à la guerre aujourd'hui, le sniper, c'est pas la même chose que le mec qui est dans les tranchées, qui est au premier rang. Enfin, qui est le meilleur soldat? C'est le chasseur alpin ou c'est le commando marine? Non mais quoi c'est ce côté un petit peu infantile de vouloir être capable de répondre à tout ou de comprendre qu'est-ce que je fais, à quoi est destiné ce que je fais. C'est pas être le plus fort. Ouais, bon, okay. Passons 10 ans d'âge mental. Là, tu parlais de guerre à l'instant, et le maréchal Foch notait les 3 grands principes de la guerre. Je ne sais pas si tu les connais, mais ils sont assez intéressants parce que ce qui s'applique à la maille de l'armée, d'une armée, peut également s'appliquer, je crois, à la maille individuelle, à la pratique des arts martiaux. Il y a la liberté d'action, la concentration des forces et l'économie des efforts, en fait. Et dans ce qu'on a vu ce soir, notamment, c'est exactement ça. Liberté d'action, comment, effectivement, quand on apprend dans le chouari, le riz, la liberté d'action, parce qu'on a tellement travaillé, où le corps a tellement assimilé les concepts qu'après on retrouve une liberté d'action dans ces mouvements, mais également après comment est-ce que je limite mes efforts, comment je concentre par le relâchement, comment j'évite de me crisper, de créer de la tension inutile pour éviter de s'essouffler, parce qu'on dit souvent un combat de rue, on dit ça dure quelques secondes, on n'en sait rien en fait. On peut pas savoir. Oui, bien sûr, absolument. Donc ça peut durer quelques secondes, comme ça peut durer. Tu peux être dans un mauvais quartier, les mecs pour chasse. Non, mais absolument. Et après la concentration des moyens, c'est comment est-ce que je mets ma force dans une dynamique ultime. On l'a vu tout à l'heure, dans une seule dynamique pour pouvoir capter la force, rentrer dans la structure. On l'a vu tout à l'heure, c'était passionnant. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ces grandes dynamiques de guerre, en fait, d'armée avec des milliers d'hommes, peuvent s'appliquer finalement juste dans une pratique individuelle. Et je trouve que cette devise du maréchal Foch, moi elle me parle parce que je trouve que c'est également ce que je cherche dans ma pratique en recherchant les concepts. Non, ça me semble vraiment juste. De toute façon, dans le passé au Japon, c'était on parlait de l'art de la stratégie. Donc si vous voulez, c'était la même chose de 1 contre 1, 1 contre 10, 1000 contre 1000. C'est pour ça que Musashi, il était réputé pour son combat seul, mais on l'a fait venir pour des éléments de stratégie, des batailles, fortifier des châteaux forts, etc. Une fois ce sont des principes universels. Donc l'art de la guerre de Sun Tzu, donc prendre toutes les informations, ne pas en donner, tromper l'ennemi, etc. Enfin, tu vois, oui, je pense que j'avais vu sur un autre général aussi, il y avait un truc qui était intéressant, c'était toujours surprendre, attaque, enfin être un peu illisible, attaquer, puis je sais plus trop quoi. Un gars qui a fait mais ça m'a intéressé tout à l'heure, parce que, encore une fois, souvent, et le côté aussi un petit peu naïf parfois qu'on peut avoir côté grand public de l'aïkido, on se dit c'est j'absorbe l'attaque et puis je renvoie, et puis surtout ne pas blesser l'adversaire parce que finalement je le maîtrise sans lui faire du mal. Je veux bien comprendre qu'à très haut niveau, c'est le niveau ultime. Mais encore, est-ce que c'est pas un petit peu naïf dans le sens où nous on part du principe en Penchak que la personne qui va nous attaquer, qui va nous agresser, a forcément un avantage. Soit il est plus costaud, soit il est armé, soit ils sont plusieurs, soit il a un avantage psychologique. Mais c'est jamais un combat d'égal à égal. Et donc on dit vous êtes hyper vicieux, c'est de la violence. C'est pas la violence, c'est un principe de pure réalité en fait. Il faut compenser ce décalage de départ. On ne peut pas appeler ça du vice, donc on va dire que c'est de la ruse, on va être plus poli. Mais c'est vrai que souvent en Aikido, on a une image un petit peu. Oui, mais c'est ça. Je dis encore une fois, c'est l'idéal de tous ces maîtres. Au CCM, c'est pas il y a d'autres experts qui en ont parlé avant lui, des maîtres, que c'était pas fait pour se battre, etc. Donc ça, c'est encore une fois, c'est voir le mec à la fin de son cheminement où il en est. Mais après, quand Maître Ujiba montrait la technique, il n'y avait aucune naïveté. C'était toujours précédé d'anathémie, ça se terminait par anathémie. Donc, on ne veut pas avoir à s'en servir. Quand on s'en sert, il n'y a aucune naïveté. Et donc, on a le même contexte que le tien, à savoir l'opposition nous est supérieure sur un ou plusieurs critères. Donc il faut être extrêmement brutal. Et si tu te rends compte que tu as une marge, ton geste destructeur, tu peux toujours retenir à la fin. Mais si tu commences à vouloir faire un truc gentil et que ça passe pas, tu fais mal, tu vois. Donc non, je partage vraiment ton truc. Moi, je me retrouve pas du tout dans l'aïkido mainstream aujourd'hui, de toute façon. C'est pour ça que peut-être un peu prétentieusement, mais j'ai formulé par un moment parce que ce que je ressentais dans le travail de mon maître qui était maître Tamura
Mais encore une fois, lui c'était un niveau très symbolique, mais il avait 77 ans quand il est mort. Et donc, mais ce que j'en percevais, les mesures, ça, il y avait une martialité extrême, une concision, vraiment ça rentrait, il prenait l'ascendant, etc. Je ne le retrouvais pas ailleurs. Donc je me suis permis, avec d'autres pratiquants qui étaient sur la même recherche, d'actualiser ce qu'on avait, d'en trouver les manifestations à des niveaux autres que simplement le travail du sabre, mais aussi le travail en nu, en sachant que, encore une fois, c'est pour donner des outils aux gens qui ne sont pas encore à ce niveau-là, pour qu'ils puissent après atteindre ce niveau-là, effectivement aller faire des gestes très symboliques, et peut-être s'ils ont vraiment une marge, maîtriser une personne comme ça sans violence. Mais avant, il faut être capable ici de... Boum, voilà. Il faut passer par là, comme on dit, il n'y a pas, il y a plus. Donc on peut être capable de ne plus détruire quand on est capable de détruire. Et les gens, ils voudraient être pacifistes sans être capables d'être violents. Donc en fait, ils sont juste victimes, ils n'ont pas le choix, c'est un pacifisme subi, quoi. Ouais. J'ai une dernière question qui est plus personnelle, qui est liée à Est-ce que tu as des routines quotidiennes? Moi, tous les matins, je m'entraîne à peu près pendant 1 heure tous les matins avant d'aller au travail. Ça fera un format de 3 fois 20 minutes, après douche froide et tout ça, et je fais une petite routine quotidienne. Est-ce que toi, tu as des routines de maintien en forme physique, et puis pourquoi pas également mental, pour te maintenir dans un bon niveau? Je sais que tu as un peu de temps qui est très chargé, tu donnes des stages dans les 4 coins du monde, sur les 5 continents. Ouais. Comment tu t'organises? Alors, c'est vrai que c'est chargé, mais en semaine, je suis très libre de mon emploi du temps. Okay. J'ai aussi à cœur de continuer à travailler et à progresser, et je consacre 2 à 3 heures d'entraînement par jour. Les gens disent je peux pas machin, donc j'en fais pas. Non, tu vois, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner. 5 minutes. Je dis souvent aux élèves, tu vois, 5 minutes de ça, j'ai pas le temps, j'ai ma condition physique, mais 5 minutes de burpee, tu vois. Donc la plus grande différence entre faire quelque chose et pas le faire. Et les gens, j'ai pas... T'as le temps de te brosser les dents, bon, voilà, tu vois. Je te vois pas quand je suis vraiment occupé, je fais des pompes à un bras en me brossant les dents. Bon, c'est des moments où je suis vraiment dans la merde, non mais tu trouves des trucs, tu vois, je peux pas comprendre, moi, quand tu veux trouver un raison de pas le faire, tu la trouveras toujours. Quand tu veux te donner les moyens de le faire, tu trouveras toujours des moyens de faire les éléments. Donc, et puis après, chaque élément devient une façon de travailler. Donc, brosser les dents avec la main droite, brosser les dents avec la main gauche, sentir est-ce qu'il y a une contraction, est-ce que machin, etc. N'importe quel geste peut devenir entraînement. Donc moi, j'ai le luxe de pouvoir consacrer 2-3 heures, mais vraiment l'entraînement. C'est-à-dire que je suis pas en faisant autre chose, normalement, sauf les cas extrêmes. Mais même quand je me suis retrouvé dans les moments où j'avais pas de temps, n'importe quelle action, la marche, tu vois, apprendre à dissocier dans la marche, apprendre à pas appuyer, apprendre à tirer au lieu de pousser, etc. Mais est-ce que tu vas pas marcher dans ta journée? Donc, est-ce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de te parler au lieu de répondre? Non. Quand tu marches, tu vas à ton boulot, tu peux être en train de t'entraîner, tu peux être tout le temps. Donc, chaque élément de ta vie peut être un principe à la pratique, développer des concepts de relâchement, etc. Et c'est vrai qu'en systéma, que je pratique un petit peu, mon professeur me disait, mais moi, non, le systéma, c'est un principe de vie. Et donc, même quand je vais ouvrir une porte, hop, je relâche mon épaule, hop, j'ouvre la porte, aucune force. Et du coup, il me dit, ça sera efficace. Je pourrais l'appliquer dans un contexte réel, mais il n'y a pas envie de se battre parce que c'est pas le but, on n'est pas en guerre civile. Mais uniquement si c'est complètement intégré, et donc ça fait partie de ma vie quotidienne qui fait que c'est complètement assimilé. Et je trouve ça intéressant, effectivement, c'est que soit l'art fait partie intégrante de ce qu'on est, et là, du coup, effectivement, les principes d'efficience reviennent spontanément parce qu'ils sont complètement intégrés, soit sinon, finalement, ça reste une pratique de loisir, qui est quand même très très différente. Donc voilà, moi je fais un peu de yoga tous les jours, mais vraiment de façon superficielle parce que ça me fait du bien. Un peu de méditation, mais là aussi, encore une fois, je suis en bas de trucs, mais moi, parce que mon art, c'est l'aïkido. C'est des choses qui s'intègrent dedans. Maintenant, ça peut être l'inverse. Moi, j'ai des gens qui viennent faire l'aïkido, mais qui sont danseurs, qui sont machin. Donc l'aïkido, c'est un plus pour eux. Et, moi, de la même façon, l'aïkido, le yoga ou la méditation ou la musculation, c'est un peu, ça s'intègre, mais dans mon cheminement par rapport à l'aïkido. Et donc après, je peux faire du cardio, de la musculation, et puis après le travail des arts, tout ce que je fais de l'art martial. Ce que je fais pas, c'est, comme tu l'as vu, moi je travaille énormément sur la dissociation. Donc quand je vais faire par exemple de la muscu quoi, je ne fais jamais rien qui connecte le corps. C'est-à-dire que par exemple le kettlebell, j'en fais quasiment jamais. C'est pas du tout que c'est mauvais. Oui, ça fait beaucoup. Ça lie le corps. Mais ouais, absolument. Et moi j'essaie toujours de dissocier. Tu vois. Donc
comme mon objectif c'est d'apprendre à bouger de façon dissociée, Ouais. je fais pas de trucs, j'en fais un peu, tu vois, quelque chose comme ça, des relevés ou quoi, parce que ce qui est important aussi, c'est la liberté, c'est-à-dire d'être capable de s'adapter à différents trucs. Donc il ne faut pas être incapable de le faire. Mais chez moi, si ça occupe 3% de mon entraînement, voilà. Alors que je connais des gens, ça fait 70% de leur truc, ça fait du K2L par exemple. Donc voilà, chacun. Et c'est pas que c'est pas bon, ça développe un corps. Et si ta pratique martiale repose sur des principes différents, c'est là où ça pose un problème. Ou là, si tu travailles à avoir un corps élastique et que tu passes ton temps à faire des mouvements dissociés, bon, bah, c'est complètement con. Donc comprendre ce que tu fais et ce que ça va t'apporter, ou te dire, tiens, ce mec-là il fait tel exercice, super, mais ok, super pour lui, mais est-ce que super pour toi? Donc super pour l'un n'est pas super pour l'autre. Merci beaucoup Léo. Un mot pour finir? Non, écoute, franchement, merci pour ton invitation. Moi, je t'ai découvert donc, grâce à Gaylor qui pratiquait le kido chez Issei, qui pratique maintenant avec toi le chak-chak. Ouais. Je vois les vidéos que tu fais, tout ça. Écoute, je pense qu'on est sur des chemins parallèles d'ouverture, de curiosité, d'approfondissement. Cette recherche des principes, je pense que voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Merci pour l'invitation. Un grand merci Léo, encore une fois, puis cet échange complémentaire au stage, c'était vraiment très très intéressant. Je sens qu'il va falloir qu'on te réinvite, mais on verra comment on va le faire pour qu'on continue à explorer ces quelques principes qu'on a vus ce soir.